Quand on est une marque qui n'est pas encore connue, ou quand on est une marque qui est très connue, une simple virgule en hauteur, tu as compris qu'à 20 mètres, tu vas être face à Nike. Tu es un vendeur d'éponges qui s'appelle Inga, par exemple. Eh ben, tu peux pas tout de suite mettre Inga en gros, et puis ça suffit. On a travaillé pour Champion, on travaille pour Sephora, on travaille pour Kabaya, on a fait My Jolly Candle. Il faut se poser les bonnes questions, de savoir est-ce que le lieu il est adapté, est-ce que la cible de visiteurs c'est la bonne. Parfois un emplacement cher, hyper passant, ça sera pas le flux idéal pour ton produit ou ton service. C'est ça la bonne maîtrise de main. C'est de dire tu fais des grosses campagnes en digital, mais tu es aussi avec des campagnes un peu plus léchées, plus spécialisées pour certaines typologies de clients, et ça va renforcer ta clientèle. Bienvenue sur Club Croissance, le podcast qui a pour but de vous donner de l'inspiration et des idées pour accélérer la croissance de votre e-commerce. Je suis Thomas, fondateur de XPLR, une agence ads et créa à destination des marques e-commerce et des D2C. Nous accompagnons actuellement une trentaine de clients et nous sommes divisés en deux pôles, avec d'un côté la performance qui s'occupe des campagnes sur Meta, sur Google et sur les autres leviers de social ads, et de l'autre côté la créa qui produit des super contenus qu'on met au bout de nos campagnes. Dans Club Croissance, je m'entretiens avec des experts pour parler de notre passion commune, la croissance et l'e-commerce. Notre objectif sera toujours le même, vous partager des conseils, des bonnes pratiques, des retours d'expérience que vous pourrez appliquer directement à votre marque. Vous pouvez nous voir sur YouTube ou nous écouter sur Spotify et Apple Podcast. Et si ce n'est pas encore fait, je compte sur vous pour vous abonner et en parler autour de vous. C'est le meilleur moyen de nous encourager et nous aider à inviter des experts toujours plus quali. Alors je compte sur vous et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans Club Croissance. Aujourd'hui, je suis accompagné de Maxime Trauma, fondateur de ShareClient, et nous allons parler d'e-commerce et de retail, et plus précisément de comment réussir son passage du digital vers le physique en 2025. Et bien, merci beaucoup Maxime d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait très plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui. Merci Thomas, j'ai hâte de discuter avec toi de tous ces sujets. Écoute, merci beaucoup Maxime. Je te propose de rentrer directement dans le vif du sujet et de briser la glace en commençant par te présenter ton parcours et ce qui t'a amené notamment à créer ShareClient. Avec plaisir. Je suis Maxime, j'ai fondé ShareClient il y a 3 ans et demi maintenant. Une agence, on accompagne de manière en stratégie, en création des expériences retail. Donc on accompagne des marques et des enseignes sur la création d'expériences de magasins, de pop-up, de magasins, d'activation, etc. Et ça fait, moi j'ai commencé à une vingtaine d'années à entreprendre, donc j'ai tout jeune. Et t'as quel âge maintenant, si c'est pas indiscret? J'ai 38 ans. T'as 38 ans. Ok, donc t'as Ouais. 18 ans d'entrepreneuriat derrière toi. Ouais, exactement. Je commence à être un entrepreneur un peu à l'ancienne, mais voilà, j'ai commencé jeune j'ai fait plein de choses, et ça m'a emmené surtout à découvrir l'univers du retail. Je suis passé par l'agencement, par le design de stand, par l'architecture de plein de choses. En tout cas, j'ai exploré plein de choses avec des boîtes de différentes tailles, dont des assez grosses. Et puis, il y a 3 ans et demi, j'ai décidé de sortir d'un groupe qu'on avait créé, etc., de céder mes titres et puis de créer ShareClient, une agence beaucoup plus agile, qui permet de répondre à des problématiques, comme tu en parlais, de marques e-commerce qui ont envie de travailler et qui ont envie de sauter le pas et d'aller en commerce physique. C'était un de mes premiers leviers pour me faire connaître. Mais j'ai aussi eu des très beaux succès avec Canal+, notamment il y a quelques années. On a fait 320 déploiements de pop-up et on avait été l'agence, alors c'était avant ShareClient, mais j'ai été l'agence qui avait été choisie à l'époque, et ça m'a fait un gros levier. Et c'est comme ça que je suis devenu ShareClient, ou en tout cas, mon nom a pas mal tourné dans les foncières et on est devenu un acteur sur le pop-up store et l'activation de marque. Ok, très bien. Déjà, félicitations pour cette belle réussite. Il y a plein de choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir sur ce que tu viens de dire. Plusieurs termes sur lesquels on va revenir, notamment en termes de foncière, parler aussi de ton histoire avec Canal+. Mais avant ça, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur comment t'es venue l'idée de ShareClient et d'accompagner justement des marques e-commerce à se développer grâce à des pop-up stores? En fait, la genèse, c'est plus l'intérêt de créer des expériences et de manager des projets pour des marques. Moi, ce que j'aime profondément, c'est vraiment m'intégrer dans une stratégie, que ce soit marketing, que ce soit de croissance d'un projet, d'une marque, etc.,
Et en fait, le fait déjà d'être une agence et de pouvoir accompagner des projets, c'était ça un peu le moteur. Et puis surtout, c'était de relier à cette passion du retail et de l'expérience client et de l'architecture de manière générale. Nous, le cœur du réacteur de Share Client, c'est vraiment de faire du design d'espace dans lequel on vit. Et donc, on a rajouté plein de verticales pour pouvoir finalement répondre à ces contraintes-là de marque e-commerce au départ, parce que c'était ça qui me challengeait. J'en avais quelques-unes dans mon réseau qui me sollicitaient pour dire, OK, on voudrait arriver en physique, comment on fait, c'est quoi les complexités, etc. Et ce que se pose globalement toujours comme question ces marques-là. Et en fait, on a commencé à y répondre comme ça. Et Share Client, je l'ai conçu comme ça pour dire, on a un cœur du réacteur qui est de faire du design et d'emmener des marques en physique. Mais surtout, on va rajouter plein de verticales de services parce qu'aller en physique, finalement, c'est une petite part de l'étape, même si elle paraît compliquée. Mais derrière, il y a tout le reste. Ton staff, faut qu'il soit bon. Tes produits, faut qu'ils soient bien présentés. Faut bien les faire livrer. Faut trouver le bon emplacement. Faut pas se foirer. Il y a plein de choses à voir. Et en fait, on s'est dit, tu peux pas faire juste une partie. Tu peux pas être qu'une agence de design. Il faut que tu puisses être bon sur l'horizontalité du besoin. Et en fait, c'est comme ça qu'on a créé Share Client. Tu vois. Ok. Et toi, tu avais d'ores et déjà constaté un problème chez les marques e-commerce, une sorte de plafond de verre qu'elles peuvent atteindre sur le digital. Et tu t'es dit, je vais pouvoir accompagner ces marques-là en leur ouvrant de nouvelles opportunités grâce au physique. En fait, au départ, j'ai regardé pourquoi les grosses marques elles faisaient des activations. Moi, j'étais passionné de ça. Je me dis, mais c'est incroyable quand tu arrives sur un emplacement, qu'une marque elle fait une grosse activation. Mais souvent, ce que j'appelle activation, c'est parce que le but est marketing. Le but, c'est que de faire de la renommée, c'est que de présenter un nouveau produit, etc. Et donc, partant de ce constat, je me suis dit comment une petite marque qui n'a pas forcément les moyens je sais pas moi, d'un Nike, d'un Adidas, Dyson, Champion, ce que tu veux, comment lui, il peut aller faire du ROI, comment il peut rendre cette activation, aussi forte soit-elle, rentable, etc., etc. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à réfléchir, en apprenant des grosses marques, en essayant de comprendre, en essayant de comprendre, et puis en transformant ça pour des marques plus modestes, finalement, qui avaient envie de démarrer le sujet. Mais c'est plus l'effet, tu sais, l'effet Covid, ces dernières années ont accéléré le coût d'acquisition des clients sur le digital. Et ça a été un effet d'aubaine parce que quand tu claques 10 000 balles par mois, ce qui est un petit budget aujourd'hui, mais quand tu claquais à l'époque 10, 20, 30 et quelques, ben, tu peux vite faire déjà des pop-up avec quelques mètres carrés, faire de la vente, rencontrer tes clients. Ça fait des gros leviers déjà. Ouais, ouais, carrément. Et tu parles d'une période qui est très intéressante, la période Covid, où on a beaucoup de marques qui ont accéléré leur croissance grâce au digital, notamment parce que on ne pouvait pas avoir accès à ce moment-là au physique en tant que marque. Mais il y a eu un petit basculement au courant de l'année, on va dire fin de l'année 2021, l'année 2022, où Mhm. on s'est rendu compte pour beaucoup de marques qu'il y avait un certain plafond de verre et que justement le retour au physique, finalement presque un retour en arrière, pouvait permettre d'aller déplafonner entre guillemets ce plafond. Bah, c'était un levier d'acquisition, en effet, qui était sous-exploité par les marques e-commerce, ouais, en effet. Ouais. Et aujourd'hui, sur cette typologie de marques e-commerce, est-ce que tu peux me citer le nom de quelques clients que vous avez pu accompagner sur des pop-up stores? Bah, e-commerce, c'est marrant. Au début, avec Shark Client, on a accompagné 900 Care, c'était intéressant parce qu'eux, ils avaient déjà sourcé les emplacements, etc. Donc, on est arrivé un peu pour les aider à faire une bonne stratégie, à bien réfléchir l'approche. Mais encore une fois, tous les produits ne sont pas hyper évidents à amener en retail. Créer une expérience autour, ça demande un certain soin, un certain travail, etc. Mais on a fait 900 Care, on a fait Inga il y a peu de temps aussi, qui a travaillé sur ces fameuses éponges qui sont en train d'inonder le marché. C'était hyper intéressant, on les a mis dans un centre co aussi. Et après, on a pas mal de marques. On a travaillé pour Champion, on travaille pour Sephora, on travaille pour... qui ne sont pas des DNVB pour le coup. Je réfléchis qui on a pu faire en marque e-com. Kabaya, on a fait My Jolly Candle. Donc c'était il y a un petit moment déjà, mais ouais, ça, c'est des bons exemples. Parce que Kabaya, notamment, on connaît le succès d'aujourd'hui, mais il a commencé avec des pop-up stores et des bars abonnés. Nous, c'était mon premier client de ma première agence de design de pop-up, c'était Bastien Valenzi, quoi, Kabaya, donc je le salue d'ailleurs. Mais... Ouais, ouais, clairement, Kabaya, c'est une des plus belles réussites de ces DNVB qui ont réussi à se transformer et devenir beaucoup plus que ça aujourd'hui.
Je me souviens au courant de l'année 2020, moi je regardais beaucoup leur ads library pour regarder les publicités qu'ils faisaient. J'étais déjà assez impressionné. Jusqu'au jour où je suis allé dans la petite boutique un peu cool dans le centre-ville, si on peut appeler ça comme ça, du petit village dans lequel je suis né. Et j'ai vu des sacs Cabaya et je me suis dit, mais ils sont même jusqu'ici. Quelques semaines avant, j'étais parti faire un petit trip à Édimbourg. Je les avais vus là-bas. Je me dis, mais ils sont vraiment partout aujourd'hui. Et effectivement, ils ont énormément misé sur le retail pour se développer. Et ça me fait plaisir d'entendre que c'est toi qui les as aidés notamment à franchir ce pas-là. En effet, mais ouais, pour nous, c'était un gros levier. On a compris beaucoup de choses avec eux et surtout, on s'est rendu compte que derrière, ça emmène aussi un lot de contraintes opérationnelles parce qu'ils sont passés tu fais un pop-up qui était un bar à bonnets au départ parce qu'ils faisaient les bonnets, tu sais, les pompons qui étaient à magnétique. Tu passes de ça à 10 pop-up, à 20 pop-up, à 50, puis ensuite tu mets de la fringue et puis ensuite tu développes de nouveaux produits et en fait, tu as toute une somme de nouvelles contraintes qui arrivent. C'est plus juste on fait une OP et puis on voit ce que ça donne. C'est comment tu es rentable avec un vrai développement, un vrai déploiement. Comment ça peut aider ton trafic sur le web. Parce que quand on te voit en physique, tu rassures aussi des acheteurs potentiels sur l'achat digital. Tout ça, c'est des leviers qui sont extraordinaires et qui aujourd'hui doivent être pris en compte quand tu crées une expérience retail éphémère. C'est comment tu fais ton drive to store, comment tu récupères ta data, comment tu vas essayer de fédérer grâce à ton pop-up pour aller faire de la vente aussi en e-commerce. Tout ça doit être lié en fait. Ouais, bien sûr. Ouais, ben, il y a pas mal de points que tu viens de mentionner sur lesquels on va revenir tout au long de Bien sûr. notre échange. Mais aujourd'hui, quelles marques sont concernées par les pop-up stores? Est-ce que c'est toutes les marques e-commerce qui doivent penser à se lancer potentiellement en pop-up store ou est-ce que ça concerne un certain type de marques? Globalement, toutes les marques produits, ça fonctionne assez bien. On a fait des essais avec des marques qui ont plutôt des services et la problématique, c'est ça demande une grosse énergie sur l'expérience, mais ça fonctionne aussi. On a par exemple accompagné CV, CEWE. CV, ils font tu sais, des livres photos numériques, beaucoup de leurs pubs au moment de Noël, qui est un moment fort pour eux. On les a accompagnés, eux, sur une notion de service. On vend des produits mais avec lesquels tu peux pas repartir. Et on a réussi à faire une superbe activation. C'était l'an passé et c'était très content et qui était rentable en plus. Tu arrives à faire du service, mais globalement, toutes les marques produits, c'est génial. Et après, faut bien calibrer où tu vas, comment tu vas diffuser ton discours. Et globalement, toutes les marques peuvent s'implanter en retail physique. Ouais, quand tu parles de marques produits, moi, naturellement, je pense à la verticale prêt-à-porter, qui me semble être super bien adaptée à des pop-up stores et qui répond en plus à des contraintes qu'on peut avoir quand on est en e-commerce. On ne peut pas essayer le produit, on ne peut pas le toucher, alors qu'avec un pop-up store, on peut franchir ce cap-là. Mais du coup, tu es en train de me dire que ça fonctionne aussi bien pour une marque de cosmétiques ou des marques de produits d'hygiène comme Inga, 900 Care. Bah, c'est ça et surtout que en fait, on va jouer avec plusieurs choses. Typiquement, tu viens en pop-up. Le pop-up, c'est un peu, on va dire un mot, un peu, bateau pour dire, que tu viens en retail physique dans un temps plus ou moins long. En fait, ce qu'il y a, c'est que pour nous, on divise ça en plusieurs catégories. Tu as de l'activation, ça va être quelques jours et tu vas jouer sur un effet de FOMO, sur la peur de louper une opportunité. Donc toi, tu vas fort communiquer en digital pour faire venir des gens sur un temps court pour un drop de produit, par exemple, ou une version limitée, ou de rencontrer un influx spécifique, etc. Tu peux aussi jouer avec une OP justement pour aller à la rencontre de ton public cible. Donc là, tu ne vas pas forcément le suractiver, mais en physique, tu vas essayer de peaufiner ton discours commercial. Et puis après, tu vas avoir le troisième qui va être plutôt de dire on veut s'installer pour tester un endroit, un secteur, un marché avant de s'installer de manière plus durable. Et là-dedans, tu peux avoir des tonnes de choix marketing et de possibilités d'exposer tes produits. Soit pour les faire essayer, comme tu le disais, tu as des tailles, des fringues, des baskets, des trucs, etc. Ou là, c'est génial parce que tu peux l'essayer, tu évites le nombre de retours, etc. Mais voilà, ça peut être en fonction, ça peut être calibré, tu peux faire plein de typologies d'activation très différentes et suivant ton objectif marketing du moment, quoi. Ok. Donc, aujourd'hui, ce qui compte réellement, c'est l'objectif qu'on va aller chercher à atteindre avec ce pop-up store, à savoir est-ce que je veux toucher de nouvelles audiences, est-ce que je veux tester
un lieu? Est-ce que je veux tester peut-être, le retail avant d'ouvrir ma première boutique? Bah, à ce moment-là, c'est des bonnes questions, qui font que, on peut, venir vers, Maxime Trauma et lui poser, des questions sur un potentiel pop-up store qu'on pourrait créer ensemble. Bah, exactement ça, c'est exactement ça et tu peux en mixer plusieurs. Tu peux aussi remercier tes clients à un moment donné en disant en faisant une grosse OP, en les faisant venir, rencontrer un fondateur. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui prennent parole aussi, qui incarnent les marques. Bah, tu as plein de clients ou qui ont envie aussi de les rencontrer. En fait, tout ça, c'est des super curseurs d'activation pour les marques, donc voilà, mais on peut en mixer plusieurs, ouais. Ouais et puis je pense qu'aussi du côté marque, il y a un vrai, avantage à créer un pop-up store pour comprendre qui sont ses, clients et parler en direct avec eux, récupérer du feedback qu'on peut ensuite réintégrer directement sur son site e-commerce, dans ses ads, dans son service, après-vente. Je pense qu'à un certain stade, quand on atteint un certain niveau de chiffre d'affaires, en ligne, on a forcément des questions qui, arrivent et pouvoir, mettre le pied dans le physique, ça peut permettre de répondre à quelques-unes de ces questions-là. Bah, tu as un exemple comme ça et pour rejoindre ce que tu dis, tu sais, tu viens optimiser ton tunnel de vente en digital. Pour le faire, il te faut quelques centaines de dizaines, vingtaines, centaines de commandes pour commencer à avoir un effet sur ton optimisation. L'avantage du retail physique, c'est que tu as 2 clients, bah, tu as déjà 2 funnels extrêmement limpides sur la façon dont tu vas discuter avec lui, les questions qui vont te remonter, de trucs que tu peux jamais voir en digital. Tu poses pas une question pendant ton parcours d'achat, si, tu as peut-être un chat, tu peux avoir des solutions, mais tu as pas cette espèce de question un peu, immédiate comme ça et donc rien que pour ça, ça a une force qui est extraordinaire et avec déjà peu de clients, tu arrives à avoir un feedback sur ton produit ou sur ta méthode de vente qui est extrêmement précise. Donc ça peut être un levier aussi pour les marques et surtout tu peux le réintégrer dans ton site. Comme tu le disais, en fait, profiter de ça pour remonter de la data, optimiser ton funnel et cetera. Très bien et du coup, comment on se lance, en pop-up store? C'est quoi le la phase zéro du lancement d'un projet de pop-up store? Bah, déjà, c'est de définir, où tu veux aller, quels sont tes besoins. Un des écueils, c'est ça, c'est de dire: «Ah, on va faire un pop-up et cetera», faire pour faire et il y a une grosse période où ça a été le cas. Mais où tu veux aller, quel est l'objectif? Ensuite, c'est quels moyens tu peux mettre dedans, c'est-à-dire, c'est pas que des moyens financiers, c'est quels moyens en termes d'activation de communauté, de générer un peu de drive to store. Tu as beau être dans un emplacement passant, renforcer la venue de clients déjà captifs, ça c'est un atout, c'est indispensable pour faire fonctionner ton pop-up, donc ça, faut y penser et puis, une fois que tu as défini ta stratégie en termes de marketing, en termes de ROI, en termes de marge et cetera, et ben, c'est de bien définir quels sont les coûts de mise en route. Tu as du loyer, tu as, forcément de la prod, de la mise en place, du mobilier, des choses à gérer, à louer, à acheter, à ce que tu veux et ensuite, tu as toute une partie de staff. Donc tu as, de la main-d'œuvre, à financer, tu vois? J'imagine qu'il y a plein de réponses différentes, à cette question-là, mais en termes de staff, généralement, c'est des personnes, qui sont directement dans la boîte, qui, prennent un peu de leur temps et qui viennent sur le pop-up ou elles passent par, une équipe externalisée que, par exemple, vous pourriez leur, proposer? C'est ça, bah, il y a tout. L'idée, Ouais, c'est de faire un bon mix pour que ça soit cohérent et que tu aies surtout du personnel qui soit, hyper attentif, quoi. ouais et en termes de coût, alors j'imagine que pour le lieu, il dépend, énormément du lieu dans lequel tu vas mettre ton pop-up. Ce sera pas la même chose, je sais pas, à Beaugrenelle dans le 15e que, aux Galeries Lafayette, en plein cœur de Paris ou que, dans une grande surface, en banlieue d'une grande, Mmh. métropole. Mais est-ce que tu as une fourchette justement de prix à nous partager pour savoir combien ça coûte? Bah, en fait, faut presque le réfléchir dans l'autre sens. C'est-à-dire que parfois un emplacement cher, hyper passant, ça sera pas le flux idéal pour ton produit ou ton service. Donc c'est là où, faut pas, succomber un peu aux voix des sirènes, où un beau centre commercial ou un superbe lieu te dit: «Tiens, on a un lieu de dispo, on adorerait avoir ta marque» et cetera. Oui, ça fait plaisir. Oui, il faut l'étudier. Ça veut dire que tu es rentré un peu dans le scope de, bah, un peu des foncières ou des gens qui ont envie de t'avoir chez eux. Mais, faut se poser les bonnes questions, de savoir est-ce que le lieu il est adapté? Est-ce que la cible de visiteurs, c'est la bonne? Et à ce moment-là, il faut mettre le budget au bon endroit. Pour le coup, avec à quelques mètres près, tu as des vraies grosses différences de loyer.
mais tu peux avoir des vraies différences aussi en termes de trafic, de transformation de flux, et cetera. Donc tout ça, c'est à étudier, il faut se déplacer, il faut regarder. Ça prend un petit peu de temps, mais c'est nécessaire. Et les loyers, ça va de quelques centaines d'euros pour quelques jours dans des petits kiosques. On fait aussi des petits kiosques pour des centres pour permettre à des petits preneurs d'essayer, de commencer à vendre, et cetera. Ça vaut quelques centaines d'euros. Et puis après, tu vas avoir des emplacements premium à des dizaines de milliers d'euros par mois pendant les périodes des fêtes, par exemple, et pour lesquels tu vas générer un trafic extraordinaire et pour lequel il faut être prêt aussi. Tu vois. Et vous, chez Share Client, quand un client vient vous voir, vous le conseillez sur les lieux vers lesquels il devrait se diriger? On a deux façons de travailler. Ça, c'est une des verticales qu'on est en train de bien performer à l'agence. C'est que on a parfois des clients qu'on active en direct qui viennent nous chercher pour cette expertise-là, de dire on veut se développer maintenant, on veut accélérer et aidez-nous sur tous ces services-là. Donc la stratégie, le design et trouver des emplacements. Donc là, on les accompagne. Nous, on appelle tous nos partenaires, qui sont les foncières, on en parlait tout à l'heure. Donc les groupes de centres commerciaux, pour faire simple, des foncières immobilières qui détiennent des centres et qui s'occupe justement de générer du chiffre d'affaires complémentaire sur, sur des emplacements dans les centres commerciaux. Et donc, on travaille avec eux, et puis on travaille aussi avec des gens qui possèdent des lieux dans Paris, dans le Marais, etc. Et donc, on les accompagne pour trouver les meilleurs emplacements. Donc, on fait ce sourcing-là. Donc, trouver les bons clients aux bons endroits, les bons moments, le bon flux, etc. Et puis, tu as aussi, à l'inverse, nos partenaires, les centres et les foncières nous appellent souvent pour dire, tiens, on a un client qui est intéressé par un emplacement, il voudrait accélérer sur son emplacement. Est-ce que tu peux l'aider? Est-ce que tu peux l'accompagner? Donc là, on vient avec le client étudier l'emplacement, performer sur l'emplacement, etc. Et voilà. Donc on travaille, ça arrive un peu dans les deux sens. Donc on fait les deux en fait. OK. Donc vous avez un réseau que vous pouvez conseiller, un réseau de foncières, donc c'est ce terme-là qu'il faut, utiliser, que vous pouvez conseiller à vos clients qui, ne passent pas directement par, une foncière et après donc vous les accompagnez dans l'architecture du stand? Je ne sais pas si j'utilise les bons termes en Si, disant c'est ça. ça? C'est exactement ça. Pour résumer, c'est que en premier lieu, tu vas définir ta stratégie. Qu'est-ce que tu vas aller faire en physique? Ensuite, tu vas définir qui tu as envie d'aller rencontrer. Donc, ça lie à ta stratégie. De là, on peut t'aider à trouver les bons emplacements. Mais ça peut être une gare, ça peut être un aéroport, ça peut être le salon du Made in France, ça peut être. En fait, il y a plein de façons d'aller trouver le bon emplacement. Donc, ça, on le réfléchit ensemble. Ensuite, il va te falloir un setup pour aller te mettre en place qui lui répond à certaines normes. Dans un centre commercial ou dans une boutique en centre-ville ou dans un aéroport, tu n'as pas les mêmes normes en termes de matériaux, d'installation, d'électricité, de tout ça. Donc tout ça, nous, c'est transparent pour le client. Nous, on le gère tout ça, mais tu vois, on l'intègre dans notre design. Donc on design tout ça. Ensuite, on chiffre, on produit et on installe le dispositif. Et puis après, on t'aide à avoir les bons moyens de paiement, des moyens de faire de la fidélité, des moyens d'avoir du staff. Et tout ça, on accompagne notre client pour avoir tous ces éléments-là. Très bien. Le moyen de paiement, je me le note dans un coin de ma tête. J'aurais quelques questions à te poser après avec des Shopify, POS, et cetera qui viennent de sortir, vu qu'on parle de e-commerce, que c'est une solution qui est déjà utilisée par tes clients ou c'est plutôt pour 2025, voire plus tard. Mais avant ça, est-ce que tu as des bonnes pratiques à nous partager sur les dispositifs, les stands, et cetera? Est-ce qu'il y a des grosses, j'ai pas envie de dire une recette magique à suivre, mais est-ce qu'il y a en tout cas des erreurs à ne pas commettre ou des bonnes pratiques à absolument mettre en place sur son stand? Bah, il y en a plein, mais en fait, c'est hyper dépendant du type de produit que tu vas utiliser, Mmh donc, et mh. que tu vas vendre plutôt. Donc, pour avoir les bonnes pratiques, il faut me suivre sur LinkedIn parce que j'en donne beaucoup et de OK. manière régulière. Et voilà, donc, On mettra le lien, en description du podcast sur YouTube, sur Spotify et cetera. avec plaisir. Mais en fait, c'est vrai que je donne pas mal de tips là-dessus parce qu'il y a plein de petites choses simples à faire pour pas se louper, tu vois. Mais d'une part, il y a en un, si on peut avoir quelques tips pour bien faire, c'est d'une part, sélectionner. Quoi. L'emplacement, c'est un des sujets quand même importants. Donc, sélectionner un bon emplacement et pas succomber tout de suite comme ça à la première chose qu'on va vous proposer. Ensuite, ça va être de créer un dispositif qui soit extrêmement visible et surtout qui ait une bonne hiérarchie des messages. Quand on est une marque qui n'est pas encore connue ou quand on est une marque qui est très connue, une simple virgule en hauteur, tu as compris qu'à 20 mètres, tu vas être face à Nike, ça c'est OK. En revanche, tu es un vendeur d'éponges,
qui s'appelle Inga, par exemple, eh ben, tu peux pas tout de suite mettre Inga en gros et puis ça suffit parce que les gens ils voient pas ton produit, ils sont loin, etc. Donc il faut bien réfléchir à ce que voit un prospect de loin et puis d'un coup comment il capte le message de ton produit. Donc tu vois la nécessité de présenter et de bien présenter ses produits et ensuite les derniers mètres avec quelqu'un avec le smile. Ça, c'est un truc, mais pour moi, c'est le truc qui casse les business des pop-up stores, c'est que les gens foutent des vendeurs à l'arrache qui sont sur leur téléphone et c'est foutu. Donc, un vendeur avec le smile ou des vendeurs avec le smile. Et puis, il faut voir de la quantité de produits. Alors, c'est pas vrai partout. Tu peux avoir des marques beaucoup plus minimalistes parce que plus premium, où tu enlèves des produits. Bon, bref. Mais de manière générale, les DNVB, ou des marques un petit peu plus masses qui vont s'y retrouver dans les centres co, c'est de présenter du produit parce que instinctivement, le cerveau, il a une espèce de machination de choix et donc ça pousse le client à s'approcher, à essayer de faire un choix. Quand tu as plusieurs produits, en fait, tu as envie de choisir. C'est un peu instinctif. Donc ça pousse. Il y a plein d'autres règles de marketing et de merchandising, mais ça peut être des éléments assez forts. Et puis avoir un kiosque le plus lisible possible, éviter d'en mettre trop, avoir une bonne hiérarchie des messages, je pense que ça, c'est fondamental. Et puis quelque chose qui soit le plus lumineux possible. Donc les néons, ça marche très bien. Et en tout cas, de la lumière et une bonne mise en avant des produits. Très bien. Je retiens notamment la partie sur sur les vendeurs. Évidemment, je pense que ça fait toute la différence d'avoir une équipe qui est bien en place, contente d'être là et qui sait accueillir des futurs clients. Vous accompagnez justement vos clients sur le casting de ces vendeurs ou est-ce que c'est en dehors de votre champ d'action? Nous, on pousse des partenaires avec qui on a eu l'occasion de travailler sur différentes activations. En fait, on s'est rencontrés puisque un client nous avait, chacun de notre côté, nous avait sollicité pour l'accompagner. C'était un gros groupe agroalimentaire pour qui on a fait des kiosques et en fait, on s'est mis à rencontrer d'autres typologies de métiers comme ça, dont la force de vente supplétive, on appelle ça comme ça. Et donc là, en fait, c'est des équipes qui sont des équipes de vendeurs. C'est vraiment des sales qui sont formés pour. Tu les formes sur ta marque et eux, en fait, il y a un chef des ventes qui vient et qui pilote ton équipe de vente. Bon, ça a un coût, mais c'est des gens qui sont formés, qui sont habitués à ça. Donc ça peut être une solution. Et nous, en fait, on met en relation avec ces partenaires-là. Nous, on ne l'intègre pas directement, c'est vraiment un métier à part, hein. Très bien. Et tout à l'heure, on parlait de moyens de paiement. Vous, avec vos clients, vous arrivez directement, vous avez entre guillemets une caisse enregistreuse à leur proposer avec les moyens de paiement le dispositif de paiement qui vont pouvoir utiliser. Ça, c'est plutôt à eux de s'en occuper. Comment ça se passe? Non, alors, ce qu'il y a, c'est que comme c'est lié, tu sais, tes ventes, c'est lié à ton compte bancaire, c'est lié à ton suivi, ton tracking des ventes, etc. Nous, on leur conseille d'utiliser des systèmes de caisse qui sont le plus proches possible, en tout cas pour les DNVB, le plus proche possible de leur univers de vente digitale. Donc, typiquement, tu parlais du POS de Shopify. Nous, on le conseillait déjà il y a un petit moment en disant, en fait, c'est hyper bien pour vous parce que tu peux traquer tes ventes, tes stocks, etc. Et en termes de paiement, on a un partenaire qui est PayPlug, euh, qui est en tout cas d'une réactivité redoutable. Et nous, il a sauvé pas mal de clients sur des sujets pour venir s'implémenter dans les systèmes de paiement, quoi. Parce qu'il faut pouvoir encaisser facilement, etc. Et donc, nous, c'est vrai qu'on recommande souvent PayPlug, qui est devenu un de nos partenaires un peu privilégiés parce qu'ils sont réactifs. Et Paul-Louis, on le salue, qui fait un boulot incroyable. Ouais, effectivement. Ouais, et puis je crois savoir que PayPlug et Shopify POS, les deux ensemble, ça fonctionne très bien. Et Exact. pour toi, Shopify POS, c'est déjà quelque chose qui est bien en place, qui est bien intégré, ou ça reste assez nouveau comme sujet? Alors, c'est un sujet sur lequel moi, je vais certainement m'y repencher en 2025 pour essayer de travailler un peu plus sur le fond, de voir comment ça peut s'intégrer, comment on peut être en prospective sur ce qui va arriver avec les POS liés, que ce soit d'ailleurs Shopify ou que ce soit d'autres sites, d'autres intégrations. L'idée, c'est de comment ça peut être aussi agile que ouvrir et fermer une boutique. Tout ça, tu vois, ça vient dans cette logique-là. Donc, j'ai pas encore la réponse. Je pense que c'est un game changer pour les marques e-commerce qui veulent aller en physique.
Parce que ça leur permet de faire à peu près le même métier qu'en digital, sans devoir tout révolutionner, tu vois? Donc je pense que c'est très bien et là, on a encore du boulot dessus pour encore en apprendre et essayer de bien l'intégrer, quoi. Ouais, clairement, je pense que, bah, pour toi, et pour l'agence, Cher Client, c'est une vraie, opportunité et globalement pour toutes les marques qui ont réussi à se développer correctement en e-commerce et qui voient bien que la prochaine étape, c'est, le physique. Penser à Shopify POS, ça fait, gagner certainement énormément de temps, ne serait-ce que dans la gestion des stocks, dans la gestion de la base de données clients. Enfin, il y a tellement de choses qui communiquent ensemble. Je me suis pas mal renseigné sur le sujet, dernièrement et chaque fois, je me disais: «Mais c'est juste génial» et ça fait tellement, plein de bon sens, que je pense qu'on va beaucoup en entendre parler cette année et les prochaines années, ouais. Ouais, c'est bien parti pour, en tout cas, ouais. Top. Et donc globalement, combien de temps ça prend de créer son pop-up store? Est-ce que, je m'y attarde au mois de novembre pour être, présent sur mon pop-up store pour les fêtes de fin d'année? Ou est-ce que ça prend beaucoup plus de temps que ça et je devrais d'ores et déjà m'y attarder pour, la fin d'année, 2025? Alors là où tu risques d'être coincé, c'est que, les bons emplacements, c'est comme tout, hein, il faut s'y prendre à l'avance. En revanche, créer une expérience, la designer, la mettre en place et cetera, c'est des temps relativement courts. Tu vois, en 2 mois, 2 mois et demi, tu peux, la penser, la concevoir, la mettre en place et cetera. Donc ça va assez vite. Non, globalement, il faut juste, prendre soin de bien déterminer, ton approche, stratégique et puis ton emplacement. Très bien. Donc là, si je veux faire un pop-up store, disons pour, le mois de juin, pour le début de l'été, faut que je vienne vers toi dès, aujourd'hui pour avoir le temps de trouver l'emplacement et de faire, tout le design du stand, le dispositif et que tout soit en place. Ouais, après c'est hyper variable. On a des marques pour lesquelles on travaille en 1 mois et demi et d'autres, pour lesquelles il faut plus de temps. Ça, c'est aussi lié, tu sais, as des marques, tu vas parler avec, des C-level directement ou le CEO de la marque et puis tu en as d'autres, avec qui, tu as des équipes market ou, on travaille aussi avec, des grosses agences internationales qui accompagnent des clients, internationaux et heu et donc, là, tu as des énormes latences sur, des retours, branding, des retours, de design et cetera et donc là, il faut aussi beaucoup plus de temps. Donc, encore une fois, c'est hyper variable. Alors la réponse, désolé, ça sera pas une réponse hyper précise, mais ça peut aller vite. C'est l'avantage aussi de faire du retail comme ça, c'est que la plupart du temps, quand tu vas installer une boutique traditionnelle, tu es obligé de faire des dépôts en préfecture, tu es obligé de valider, tout un tas d'éléments qui te mettent plusieurs mois à être validés par des instances qui sont hors de notre périmètre et donc faire une boutique, bah, en quelques jours, en gros, tu décides, tu t'installes, quoi. C'est ça le gros avantage. Très bien. Et est-ce que tes clients, d'une manière générale, en tout cas les marques qui se lancent, en pop-up store, est-ce qu'elles y voient un ROI quasiment, automatique? C'est-à-dire que ce que tout ça leur aura coûté en termes d'argent, de temps, d'emplacement, de coûts. Est-ce que derrière, elles arrivent à chaque fois à s'y retrouver en termes de chiffre d'affaires qui est généré sur ce pop-up store? Alors si la stratégie est bonne, tu peux t'y retrouver. Mais en fait, c'est un ensemble moi, je vois vraiment ça comme un ensemble de curseurs. Si tu veux avoir une expérience incroyable et que tu dépenses beaucoup sur ton expérience, va falloir que tu restes beaucoup plus longtemps pour amortir le coût de la mise en place de tous ces éléments que tu vas produire, le staff que tu vas recruter et cetera. Si en revanche tu arrives de manière beaucoup plus légère avec, peut-être, moins longtemps, un loyer plus adapté et cetera et avec, peut-être, des éléments que tu pourrais déjà avoir, du mobilier en location, tout ça, tu peux être là moins longtemps et avoir possiblement un meilleur ROI. Donc à chaque marque, son besoin d'investissement dans une expérience plus ou moins qualitative. Si tu as des marques, tu peux pas arriver avec une table et des tréteaux. En revanche, tu as un petit créateur et cetera, ça c'est OK de venir avec des tréteaux, une table, une petite nappe, faire une petite disposition, poser un éclairage et c'est ce qu'on attend presque. Eh ben, typiquement, tu as des marques qui peuvent se le permettre, d'autres pas. Donc tout ça, c'est les curseurs qu'il faut aligner pour plus ou moins longtemps, plus ou moins négocier son loyer et cetera pour que ça fonctionne. Mais si la stratégie est bien rodée, tu as des marques qui performent dans le Marais, dans des boutiques et cetera, d'autres qui cartonnent à Noël, dans des centres commerciaux parce que les produits sont bien adaptés et puis tu as entre les 2, bah, parfois tu as des trucs qui fonctionnent pas bien, trop d'investissement et c'est là où il faut faire attention. Pas trop investir dans la production de son kiosque, parfois, ou mieux réfléchir en amont sur le temps qu'on va rester pour pouvoir l'optimiser, quoi. Ouais.
Ouais, puis j'imagine qu'il y a effectivement ce retour sur investissement qu'on va vouloir calculer, immédiatement, mais qu'il y a aussi un ROI un peu plus, difficile à évaluer qui va être, à plus, moyen terme, long terme sur l'image de marque. On commençait à en parler, tout à l'heure. Bah, exactement. Ouais et ça te fait aussi du trafic web, hein, que tu Ouais, bien payes et sûr. tu peux avoir du trafic web depuis la région, depuis l'endroit où tu es implanté, ouais. Ouais, c'est clair. C'est intéressant. Je pense qu'on peut s'arrêter un peu sur cette partie-là, sur les cercles vertueux qu'on peut créer entre, le physique et le digital, même quand c'est un pop-up store qui est, entre guillemets «éphémère», qui est là pour une certaine, durée. Est-ce que toi, tu as des histoires comme celle-ci que tu peux nous raconter sur, bah, des marques qui sont lancé leur pop-up store le temps de 15 jours, un mois et qui s'y retrouvent ensuite plus tard en e-commerce? Ouais, j'ai un sujet comme ça où, on a lancé un café, collagène dans des Galeries Lafayette. La marque n'existait pas. Elle s'est créée en un lieu physique au départ. Donc l'idée, c'est de faire un petit coffee shop dans lequel tu avais des recettes, des smoothies et cetera avec du collagène, directement dans les boissons, préparé en live et donc la marque est née comme ça et ensuite est en train de se développer sur le digital. Donc elle a fait le chemin inverse. Moi, j'ai pris part automatiquement parce que je voulais me confronter à ça et essayer de voir de l'intérieur comment on pouvait le travailler. Donc pour moi, ça a été un peu un lab. La marque, elle existe toujours, elle est en train d'être développée et elle est en train de grandir et avec de plus en plus de clients et elle s'appelle Neutre.club. C'est une marque de collagène. On Tout est mettra certainement au montage des captures d'écran, des petites vidéos de la marque pour bien montrer de quoi il s'agit. avec plaisir. Et donc, ça, c'est vraiment un des sujets qui est intéressant, c'est de dire comment en 6 mois, parce que là, l'idée, c'est de s'implanter 6 mois, avec du Ouais. staff, avec une vendeuse qualifiée, qui est recrutée pour ça, avec de l'achat de matériel, avec un pop-up complètement brandé, enseigne lumineuse, frigo, etc., avec tout le matériel qu'il faut. Comment on a réussi à finir les 6 mois en étant flat en termes de rentabilité, avec peu de trafic puisqu'on était dans les Galeries Lafayette en province, donc dans des petites Galeries Lafayette, mais on a généré notre trafic et on a eu une clientèle, on a eu 2500 clients captifs qui ont goûté nos produits. Et en fait, on a commencé avec l'inverse de ce que toi tu ferais quand tu vas aller commencer à dépenser du ads. Nous, on a commencé avec déjà des clientes qui étaient persuadées de la qualité du produit, qui étaient déjà rassurées parce qu'on existait physiquement et donc qui se sont mis à acheter notre produit et qui achètent encore notre produit maintenant via le digital puisqu'on n'a plus de boutique physique. Et donc ça, tu vois, c'était un des sujets qui, pour moi, était un peu une inconnue. Je voulais voir où est-ce que ça pouvait nous emmener, quoi. Et ça, typiquement, je trouve que c'est un sujet qui est un peu sous-estimé des marques. C'est comment tu commences avec ton budget ads et puis tu commences à vendre. Évidemment, ça demande beaucoup plus d'énergie parce qu'il y a une infrastructure, quoi. Il faut la gérer. Voilà. Ouais, ça fait beaucoup de sens ce que tu viens de dire, notamment quand on a une marque qui a une certaine récurrence. Donc quand c'est des produits consommables comme les tiens, ou aussi en prêt-à-porter, où on a régulièrement des collections qui sortent, et quand on a une base de clients fidèles, bah, ils vont pouvoir te découvrir à un endroit et ensuite continuer à acheter sur ton site internet. Et je trouve que le parallèle, il est intéressant avec ce que tu disais au début de notre échange, où effectivement, tu as un certain budget en ads de 10 000 euros, 20 000, 30 000 euros. Il faut presque un peu le voir de cette même manière. Là, peut-être que je vais aller dépenser un peu moins de budget en ads, l'histoire de quelques mois, ou voire pas en dépenser du tout. Et mon acquisition, je vais pas la faire en ligne. Je vais la faire en offline, en retail. Ça me permet de créer un premier bassin de clients qui, derrière, continueront de convertir en e-commerce. Ouais, c'est super smart comme démarche. C'est juste que tu peux moins le monitorer. L'avantage aujourd'hui du digital, c'est que tu as une vision hyper précise de la précision de tes ads, de qui tu vas toucher, s'ils sont chauds, s'ils sont froids au contraire, etc. En physique, c'est différent, il faut t'appuyer sur d'autres choses et arriver à le transformer. Mais globalement, tu peux commencer justement avec des budgets qui sont bien moins élevés que 10, 20, 30 000 euros, tu vois. On a mis quelques dizaines de milliers d'euros pour pouvoir lancer, faire toute la brand, toute la mise en place, acheter des produits, etc., etc. Donc non, c'est des leviers qui sont intéressants. Et Et à c'est ce un peu à la moment-là, en marque. e-commerce, super important d'avoir une rétention bien en place avec un bon Klaviyo ou un outil similaire, du WhatsApp, un vrai programme
de fidélité, et cetera. Exact. Top. Et puis je pense que aussi le fait d'être présent en physique pour, de l'e-commerce, en tout cas si on veut continuer à parler de ce cercle vertueux, c'est que je pense que ça donne aussi énormément de légitimité. Heu, Quand on est uniquement présent en e-commerce, on peut être malheureusement parfois rattaché un peu à une marque, dropshipping, qui est, Mmh. pas entre guillemets, physiquement, là. Et justement le fait de passer sur des pop-up stores et cetera, ça montre qu'on a vraiment une équipe derrière qui a, comme tu le disais tout à l'heure, un fondateur qui peut aussi, prendre la parole, parler avec ses clients, directement. Et je pense que ça apporte énormément de légitimité, de preuve sociale. Ah bah, oui, oui, clairement. Bah, c'est là où c'est intéressant, tu vois, c'est que tu as des marques qui se tu pas forcément que le pop-up pour aller développer ça. Tu peux aussi travailler ton wholesale où tu vas avoir plein de revendeurs et tu vas essayer de faire vivre ta marque chez des revendeurs. Donc globalement, ouais, tu as encore plein de possibilités différentes en retail physique, quoi, en connexion physique avec tes clients, clairement. Très bien. Et nous, ça nous arrive régulièrement d'avoir des clients à l'agence qui, ont des pop-up stores. Et généralement, ce qu'on leur conseille aussi, c'est que pendant que ce pop-up store est actif, de pouvoir créer du contenu, d'en profiter pour, tourner des petites vidéos à l'iPhone au quotidien qui ont peut-être un petit peu Mmh. moins de monde qui passe. Il y a des marques qui le font, très bien avec leur propre boutique. Je pense notamment, à Cézanne. Si on va voir leur Ads Library, il y a régulièrement des ads qui sont tournés dans la boutique. Et je trouve que c'est aussi une manière de rentabiliser, son, pop-up parce que parfois ça peut coûter, de l'argent de créer du contenu. Bah, là, on peut faire presque une pierre de coups, parler avec ses clients, les filmer, montrer les pièces, en physique, dans un beau décor et cetera. Et ça, c'est aussi une manière assez vertueuse de connecter les 2. Ouais, clairement. Bah, en plus, ça renforce, ce que tu disais, c'est la perception du vrai produit, d'avoir la légitimité sur le marché, quand tu existes en réel. Tu vois aussi, toutes les marques, je pense à Frugis qui le fait très bien. Il va dans les locaux, logistiques et il se filme au milieu de tous les produits et cetera. Tu as un côté ultra rassurant sur la pérennité du produit, le fait que ça soit là, que tu vois des volumes, des stocks. C'est pas un mec qui met ça, qui fait ça dans sa cuisine, quoi. Donc, en effet, d'avoir une boutique physique, tu tout de suite tu passes à un levier différent et tu te démarques de ta concurrence simplement en existant physiquement et en rencontrant des clients. Puis justement, tu peux créer du contenu en permanence sur ta boutique, quoi. Au milieu d'un univers en plus qui a tes couleurs, qui te ressemble. Ouais. Ouais, clairement, je pense que une des conclusions de notre échange, c'est que le physique et le digital ne s'opposent pas. Au contraire, ils se complètent vraiment. Je pense que, bah, les tendances des, 2-3 dernières années où on n'entend quasiment plus parler aujourd'hui du terme, DNVB et beaucoup plus du terme ONVB le confirment. Toi, tu as des projets qui t'ont, plus marqué que les autres, des, success stories ou même parfois peut-être des défis, des projets vraiment challengeants que tu as rencontrés? On a, globalement, qu'est-ce qu'on a comme projet challengeant, qu'on a pu rencontrer ces derniers temps? Bah, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a la majeure partie du temps, on a des marques avec des ambitions assez différentes. On ne peut pas, calquer, des stratégies, d'une marque à l'autre. C'est ça qui rend le sujet intéressant parce que nous, on n'a pas, une typologie de clients. On travaille sur de la food, du prêt-à-porter, de l'accessoire, de la cosmétique. En gros, globalement, on balaye un scope assez large. On fait aussi de la chaussure, bref, on a des très belles marques d'ailleurs, là-dessus. Et ce qui fait que on on a des défis. Bah si, on a par exemple Birkenstock qui était c'était un super client, de 2024, qu'on a accompagné sur son déploiement dans les grands magasins en France et puis, en Europe. Et là, pour ça, on a créé un nouveau concept pour eux. Donc, on a travaillé sur un nouveau concept avec le siège. C'est là où on est sorti un peu on va dire, du schéma un peu classique, où tu te mets à parler avec des top marques, et ils venaient d'être achetés par LVMH. Donc là, on s'est mis un peu la pression quand même. De se dire, vas-y, il faut qu'on soit bon. Et là, on passe un appel d'offres, on travaille sur l'appel d'offres.
Habituellement, en plus, j'étais en train de dire: «Je refuse les appels d'offres. Je ne veux pas faire d'appels d'offres». Le premier coup de fil avec Birkenstock, pour te dire, j'ai refusé de travailler. Je dis: «Non, non, je réponds pas aux appels d'offres, désolé». Puis là, un quart d'heure après, je me dis: «Putain, mais tu es un peu con parce que, tu aurais peut-être dû faire quelque chose». Et en fait, on se rappelle, je sais plus qui rappelle un quart d'heure, une demi heure après en disant: «Ouais, mais j'ai une question, machin, on peut faire un dédit, et cetera». Bon, on trouve une solution et finalement, on trouve une solution pour travailler ensemble. Là, je dis: «Oui» direct, je dis: «OK, on va répondre». Et on était 3 agences, avec des agences, internationales. Et en fait, nous, petite agence, dijonnaise, heu, en fait, on fait le cut et on arrive à gagner le dossier, quoi. Et donc on propose un truc super bien, adapté à leurs attentes et puis avec un vrai challenge en termes de design parce que, on a travaillé, subtilement la marque, ils avaient des attentes hyper élevées, depuis leur achat avec LVMH. Déjà avant, mais ils avaient des attentes super élevées, quoi. Bah, écoute, félicitations Maxime, c'est vraiment, top cette aventure Sharkland. Vous êtes combien actuellement chez, Sharkland? Alors là, on est en train de continuer à grandir. Ouais, On a l'avantage d'avoir pas mal de free avec nous, OK. qui travaillent avec nous, quasiment Ouais, en temps j'imagine. très régulier, on va dire. Mmh mh. Mais, on est 6 maintenant, à OK. l'agence. Ouais, Mais si, on est en j'imagine train de avec un grandir, énorme on est réseau de personnes, qui vous accompagnent sur tout, toute, le process de créer un pop-up. c'est ça, en fait, toutes les parties prenantes, on est une bonne dizaine, à l'agence, de manière permanente, mais ouais, sinon on est 6, bien énervés à faire notre job et à kiffer ce qu'on fait. Donc, non, non, c'est une top équipe. En tout cas, on est très contents. C'est top, félicitations parce que depuis tout à l'heure, tu droppes plein de noms qui sont, vraiment très, séduisants. On parle de 900 Care, de Kabaya. En e-commerce, on sait qu'en France, c'est des marques qui, sont sur le devant, en tout cas qui, mettent vraiment, de la bonne énergie à faire des bonnes choses et puis là, on parle aussi du groupe LVMH, de Birkenstock donc on est dans un univers, enfin, on est dans un autre univers, une autre manière de fonctionner. Tu me parlais tout à l'heure de Canal+. Mmh. Félicitations en 3 ans et demi d'avoir, convaincu autant d'aussi belles références de travailler avec vous, c'est top, chapeau. Bah, merci. Puis on en a plein d'autres, avec lesquels on bosse et on est super fiers de le faire. Et plus ça va, plus on a la confiance aussi et le bouche à oreille qui marche. Non, non, pour le coup, on est hyper content et on continue de le faire, avec passion, quoi. Ouais, c'est top. Je pense qu'effectivement, il y a, moyen de trouver de la passion et de vibrer, pour cette activité-là. Parce qu'effectivement, on donne entre guillemets «vie» à des marques qui sont peut-être, physiquement pas encore là. Et là, on va Mmh. leur donner une existence, physique auprès du grand public. Et effectivement, c'est des belles histoires qui peuvent s'écrire. Ouais, puis on raccroche aussi, tu sais, des enseignes qui existent depuis longtemps et qui ont envie, en fait, de prendre aussi part à de l'activation, à du drive to store, à de l'activation digitale, à essayer de reconnecter ces communautés, et en fait, tu parlais de l'ambition, digitale X retail physique, de dire qu'en effet, on parle plus de DNVB, mais d'ONVB, et cetera. Mais je pense que ça va beaucoup plus loin. La prospective, c'est de se dire que là, dans les années à venir, tu auras un lien permanent. Tu vas faire des apparitions, avec la marque, tu vas créer des effets de justement de limite dans le temps. Les marques, elles vont apparaître de manière physique, de manière beaucoup plus agile. Je pense que c'est ça la bonne maîtrise demain, c'est de dire tu fais des grosses campagnes en digital, mais tu es aussi avec des campagnes, un peu plus léchées, plus spécialisées pour certaines typologies de clients, et ça va renforcer ta clientèle. Donc je pense que là on a un scope qui est énorme, entre justement les liens entre toi, ton métier et le mien, pour, justement accompagner des clients de manière beaucoup plus large et surtout qu'on comprenne leurs problématiques du digital au physique et l'inverse, du physique sur le digital. Et on ne peut pas se cantonner nous-mêmes, toi et moi, dans nos métiers, sans se dire: «Regarde ce qui se passe à côté, regarde la problématique de tes clients», et faire du commerce finalement, c'est pas genre: «Bah, je vais choisir une agence de digital, une agence pour le retail physique». Alors aujourd'hui, c'est le cas, mais c'est comment tu vas trouver des gens qui savent se parler, qui se comprennent et qui vont aller pousser le bateau dans le même sens, quoi. Et donc qui vont créer des parallèles, qui vont créer des choses qui fonctionnent, et c'est clairement là-dessus que moi je vois l'avenir de l'agence. Ouais, clairement. Beh, je pense que quand notre, échange sortira en podcast, d'ici là, il y en aura un autre qui, sera sorti. J'ai enregistré il y a 15 jours maintenant un podcast avec, Charles Tissier du Vent à la française.
Je ne sais pas si tu connais le vent à la française, mais aujourd'hui, eux, ils ne fonctionnent pas nécessairement avec des pop-up stores, mais plutôt avec un réseau de plus de 1000 revendeurs Ok. en France. Et dans cet échange, ils parlent énormément du pont et des cercles vertueux à créer entre digital et physique, et finalement sur le fait qu'il ne faut pas nécessairement vouloir différencier les deux, vouloir juger lequel des deux fonctionne le mieux, mais vraiment les voir comme un tout. Bien sûr, ouais, c'est ça. C'est de faire un mix intelligent, mais c'est clairement. Top. Est-ce que toi, tu vois des choses dont on n'aurait pas parlé, que tu aimerais ajouter par rapport au pop-up store, des conseils, des bonnes pratiques, des questions que je t'aurais pas posées? Bah, on en a abordé pas mal, donc c'est ça qui est bon, je pense qu'on a fait un bon tour en effet des do et des don't, mais globalement, c'est peut-être hem, de bien se focaliser sur quels sont les leviers, comment on peut aller rencontrer des clients. Même une toute petite marque, elle peut faire déjà des beaux scores en retail physique, même si c'est qu'une marque digitale. Ça va très vite en fait, on a vite la confiance des gens quand on est en train de leur vendre quelque chose en direct. Donc c'est surtout d'oser. Il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités, donc il faut aussi, savoir les saisir et puis, après bon globalement, c'est on a bien parcouru déjà, mais moi je donne pas mal d'infos, de manière récurrente, sur mon LinkedIn, donc voilà, discutons et puis, hésitez pas à poser des questions s'il y a des sujets. Tu pourras compter sur moi pour le rendre bien visible, et puis allez cliquer sur la description, vous trouverez le lien du LinkedIn de Maxime. Top, Maxime, je vais te poser mes 2 dernières questions, mes 2 questions habituelles. Est-ce que tu peux me citer une marque e-commerce que tu apprécies particulièrement, soit par leurs actions marketing, ou une marque que toi-même tu consommes? J'aime bien, Reigns et ce qu'ils font sur le digital. Je trouve ça chouette et surtout qu'ils font des happenings en physique. Parce qu'évidemment, je peux pas te citer une marque, e-commerce, qui fait pas des choses, intéressantes en physique, mais ils sont bons là-dessus et ils travaillent bien le storytelling et donc ça m'a bien plu, ouais. J'aime bien cette approche-là, ouais. Reign, c'est les parkas, c'est Ouais, ça? exactement. Ouais. OK, très bien. Exactement et en pop-up, tu vois, ils font par exemple, Ouais. ça je trouve ça génial, leurs vitrines, avant d'ouvrir, elles sont complètement, dans le blur, tu vois? Elles sont, toutes, embuées et donc tu as une boutique avec marqué Reigns, tu as l'enseigne et cetera. Toute la boutique est embuée et tu as des gouttes qui perlent le long de la vitrine et en fait, tout ça, c'est de la projection, mais tu as l'impression, en fait, qu'à l'intérieur, il y a une énorme pluie avec des grosses gouttes qui coulent à une fenêtre. Et ça, c'est juste le début de la boutique. Elle est comme ça pendant plusieurs jours. Et puis après, tu as l'ouverture de la boutique. Donc, tu joues sur un effet de FOMO, justement. Ils vont produire des drops spécifiques ou des collections un peu courtes ou des collabs, des choses comme ça. Et ça, je trouve que c'est très, très malin, tu vois. Ça renforce un côté un peu, justement, d'attachement à la marque qui est très fort. Très bien. Bah, merci beaucoup, c'est un très bon argumentaire. Et ma dernière question, est-ce que tu as le nom d'une personne que tu me donnerais, que tu me conseillerais d'inviter pour un prochain podcast? Bah, j'en ai plein, mais dans les génies qui m'entourent, il y en a un qui est passionnant sur, l'expérience justement et qui comprend très bien la problématique du digital et du, commerce, physique. C'est Nicolas Samir, que j'ai eu le plaisir de rencontrer et qui m'avait appelé un jour pour, discuter justement de ces problématiques-là et il est étonnant de savoir-faire, sur ces sujets marketing, retail physique, retail digital et cetera et lui, il fait de la fidélité et voilà. En Très tout cas, bien. je Et te bah, conseille. je ne manquerai pas d'aller le contacter en lui disant que je viens de ta part. Avec plaisir. Écoute, merci beaucoup, Maxime. C'était vraiment un Merci à échange toi, Thomas. super intéressant. Je pense qu'il y a peu de matière aujourd'hui sur internet qui explique comment créer des ponts entre une marque e-commerce et le physique, voire même l'inverse. Et aujourd'hui, tu nous as donné plein de bons conseils à suivre. Donc, je suis persuadé que cet échange servira beaucoup de e-commerçants. J'espère. Il faut encore créer plein de contenu pour 2025. Je vais essayer Ouais. de m'y atteler cette année pour créer du contenu, essayer de nourrir un peu tout ça parce que c'est un sujet qui est incroyable. Ouais, il y a enfin, plein de choses, je pense, qui te font vibrer toi, qui me font vibrer, Mmh. moi, également. Il y a plein de sujets, très intéressants, et c'est le but effectivement de ces échanges-là, de parler de nos passions, communes. Et merci encore une fois d'avoir, été, si, transparent sur,
tous tes retours d'expérience et d'avoir donné d'aussi bons conseils. Avec plaisir. Je te remercie, puis je te dis à la prochaine, Maxime. Ça roule, merci Thomas, ciao. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de Club Croissance. Si cet épisode vous a plu et pour ne pas rater les prochains, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube ou au podcast sur Spotify et Apple Podcast. C'est le meilleur moyen de nous donner de la force et de nous aider à trouver des experts toujours plus quali pour intervenir. Pour des conseils quotidiens sur l'e-commerce, l'Ads et la créa, vous pouvez également me suivre sur LinkedIn. Et si vous voulez qu'on parle directement de votre marque et de vos enjeux, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet et à prendre directement rendez-vous. Tous les liens sont dans la description. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour un nouvel épisode de Club Croissance.